En 1959, paraît aux États-Unis The Manchurian Candidate, signé Richard Condon. Ce thriller policier, traduit en français sous le titre « Un crime dans la tête », raconte l'histoire d'un groupe de militaires américains qui, durant la guerre de Corée, est capturé par un commando soviétique. Les soldats sont soumis à un lavage de cerveau, puis relaxés. Ils retrouvent leur campement et rentrent bientôt en Amérique. Mais l'un d'entre eux, le sergent Raymond Shaw, ignore qu'il a été programmé à distance pour devenir, au moment choisi, un assassin. Sa cible, le président des États-Unis. Publié en pleine guerre froide, cet ouvrage de fiction a été adapté 2 fois au cinéma. En 1962 dans un film de John Frankenheimer et en 2004 par le réalisateur Jonathan Demme. Mais ce scénario d'un tueur programmé à son insu n'est-il qu'une fiction née de l'imagination d'un auteur de génie? Peut-être pas. Dans les années s'échelonnant de 1950 à 1970, les services secrets américains, la CIA en tête, s'intéressaient de près au développement d'armes non conventionnelles par les Soviétiques. La moitié n'étaient que des rumeurs non fondées, comme les armes psychotroniques, mais d'autres offraient des perspectives plus réalistes, comme l'hypnose, la perception extrasensorielle et les drogues psychotropes. C'est ainsi que sont nés les projets MK pour Mind Control. L'idée était d'utiliser des techniques de lavage de cerveau par le biais de l'hypnose, d'électrochocs ou de drogues plus ou moins illicites, comme le LSD. Cet intérêt était d'autant plus justifié que la CIA avait appris que l'Union soviétique cherchait à produire d'importantes quantités de LSD et à s'assurer auprès de fournisseurs internationaux les éléments chimiques nécessaires à sa production. On s'interrogeait à savoir si ces techniques pourraient transformer les personnalités, voire rendre les esprits malléables. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des médecins nazis avaient mené des expériences en ce sens sur des détenus des camps de concentration. Après le conflit, via l'opération Paperclip, plusieurs de ces scientifiques allemands se sont retrouvés aux États-Unis, travaillant main dans la main avec des chercheurs américains. Alors, lorsque les rumeurs ont commencé à circuler que les Soviétiques travaillaient à de tels projets, les services secrets américains avaient déjà une petite expertise du sujet. En 1951, la CIA autorise la mise en place du projet Bluebird, rebaptisé projet Artichoke. Le programme vise à développer de nouvelles méthodes d'interrogation, dont un sérum de vérité. En plongeant des sujets en état d'hypnose, en les privant de sommeil ou en leur injectant des doses de thiopental, appelé aussi sodium pentotal, les chercheurs, sous contrat avec la CIA, obtiennent des résultats mitigés, mais suffisamment significatifs pour passer à l'étape suivante, un programme de contrôle de la pensée. En 1953, le directeur de la CIA, Alan Dulles, donne son aval pour la phase 1 de l'initiative. C'est ainsi que le projet MK-Ultra voit le jour. Sa gestion est confiée à un certain Sidney Gottlieb, un chimiste responsable de la section des opérations chimiques du Technical Service Staff. Gottlieb est un paranoïaque notoire. Il est né avec un pied beau, ce qui en fait la caricature du parfait vilain. Guidé par ses obsessions, il va pousser le projet au-delà de toute frontière morale. Au fil des ans, près de 150 projets secondaires vont voir le jour sous le nom parapluie de MK-Ultra. Outre des techniques non violentes comme l'hypnose, ces projets visent surtout à étudier les effets de diverses substances sur les comportements humains. Pour tester ces substances, la CIA ou des comités subalternes recrutent quelques 185 scientifiques, une quinzaine de fondations et une poignée de compagnies pharmaceutiques. Le projet est d'une telle importance
que l'agence lui consacre 6% de son budget annuel. L'une des toutes premières séances de test se tient au Addiction Research Center de la National Institute of Mental Health à Lexington, au Kentucky, communément appelé le Centre de réhabilitation de Lexington. Il s'agit d'un établissement carcéral pour détenus souffrant de problèmes de toxicomanie. Les médecins de l'établissement injectent à des prisonniers, principalement de race noire, de puissantes drogues hallucinogènes, surtout du LSD. Ces cobayes, en échange de leur participation volontaire, se voient remettre des doses de drogue correspondant à leur propre dépendance. L'un de ces participants se fait injecter des doses de LSD pendant 174 jours consécutifs. Un autre sujet décède en cours d'expérimentation et plusieurs autres perdent la raison de manière irréversible. À l'issue de ces tests, associés à 149 expériences distinctes du contrôle de la pensée, les laborantins ne s'entendent sur aucun résultat significatif. Mais ces résultats auraient-ils été différents auprès de sujets n'ayant aucun historique de consommation? D'une éthique douteuse, le MK-Ultra va glisser dans l'indéfendable. Ses prochains sujets d'étude, des femmes et des enfants testés à leur insu. 4 sous-groupes du programme MK-Ultra visent des enfants, les projets 102, 103, 112 et 117. L'un d'entre eux se tient au Centre international de vacances d'été pour enfants, International Children's Summer Camp, dans le Maine, et ce, avec la complicité des administrateurs. Des enfants y sont soignés pour des troubles dissociatifs de l'identité, mais ces traitements cachent apparemment des techniques pour les rendre encore plus dissociés. Dans une autre expérience, des étudiants du collège Harvard à Cambridge, au Massachusetts, sont soumis à des stress psychologiques et à des scénarios d'agression extrêmement violents. L'un de ces étudiants n'est nul autre que Ted Kaczynski, qui deviendra plus tard le Unabomber, un tueur en série qui enverra des colis piégés à ses victimes. C'est à cette époque que la CIA commence à s'intéresser aux travaux du docteur Donald Ewen Cameron, le directeur du Allen Memorial, une institution dédiée aux soins psychiatriques et associée au Royal Victoria, l'hôpital universitaire de l'Université McGill à Montréal. Il faut dire que l'Université McGill n'est pas une nouvelle venue dans le giron des institutions travaillant de concert avec la CIA. Au début des années 1950, dans le cadre du projet Artichoke, l'établissement a mené une série d'expériences sur l'apprentissage en situation de privatisation sensorielle. Déjà à cette époque, Ewen Cameron était le directeur du Allen Memorial Institute. Une situation pour le moins particulière, quand on sait que Cameron, un diplômé en psychiatrie de l'Université de Glasgow, en Écosse, était citoyen américain. En 1956, le respecté Journal of Psychiatry publie un premier article signé par Ewen Cameron sur le pilotage psychique. Cette technique, voisine du lavage de cerveau, est, selon lui, une nouvelle approche à la reprogrammation psychique. Pour y arriver, il faut briser la résistance des patients. Cet effondrement, Cameron prétend pouvoir l'atteindre en utilisant diverses techniques, combinant, par exemple, la prise de substances paralysantes, comme des barbituriques, avec l'administration d'électrochocs. Cet article sur le pilotage psychique ne passe pas inaperçu. Peu après la publication, Cameron est approché par un représentant de la Society for the Investigation of Human Ecology, une société écran de la CIA. La Society lui promet une première bourse de 38 000 $ pour mener, sur une période de 2 ans, un projet de recherche sur le pilotage psychique. Le ver est dans la pomme. De janvier 1957 à septembre 1960, la CIA va financer les recherches du Dr Cameron
pour un total de 64 242 $. Durant ces années, Cameron expérimente avec diverses drogues. Outre le LSD, dont la CIA commence à craindre les effets imprévisibles, le psychiatre emploie des drogues paralysantes, associées à des séances d'électrochocs de 30 à 40 fois plus intenses que dans les thérapies conventionnelles. Cameron plonge aussi de nombreux patients, sans leur consentement il va sans dire, dans des comas plus ou moins prolongés, dont l'un pendant 3 ans. Via des dispositifs bricolés dans des casques de football et des haut-parleurs dissimulés dans la chambre des patients, il fait entendre à ses cobayes les mêmes mots et les mêmes phrases, et ce, des heures durant. En sélectionnant des patients internés pour des troubles psychiatriques mineurs, comme l'anxiété ou la dépression postnatale, Cameron obtient sur eux des effets irréversibles, transformant, à leur insu, ces malades en morts vivants. Le plus déroutant dans ces expériences, c'est que Cameron n'atteint jamais cette reprogrammation psychique annoncée. Au lendemain des expériences du Dr Cameron, la CIA abandonne progressivement l'idée de l'emploi massif de drogue pour se tourner vers des avenues plus technologiques. L'agence finance notamment les travaux du Dr José Delgado, un neurophysiologue de l'Université de Yale. Par l'implantation d'électrodes dans le cerveau, Delgado a découvert qu'il pouvait exercer un grand pouvoir sur ces sujets. Il crée des dispositifs électroniques opérant à base d'ondes radio de fréquence moyenne. Le récepteur, implanté dans le cerveau, permet la modification de l'état psychique dans une plage très large. Les états provoqués incluent la colère, le désir incontrôlé et la fatigue. Delgado arrive à la conclusion qu'aussi bien les mouvements que les émotions et le comportement peuvent être commandés par des impulsions électriques. Dans la même veine, la CIA subventionne les expériences du Dr Ross Haddey de l'Université de Californie. Haddey a démontré qu'il était possible d'influencer un individu par des ondes cérébrales à travers des ondes radio spécifiques. Un autre scientifique, Alan Frey, a réalisé des expériences d'induction du sommeil à distance à travers les ondes électromagnétiques. Il a aussi réussi à provoquer des bruits et d'autres perturbations sensorielles à travers les ondes radio. Le sujet percevait par exemple des bruits qui n'existaient pas dans la réalité. Ces expériences seront poursuivies par Joseph Sharp, qui réussira à transmettre des mots à travers les ondes radio. Toutes ces expériences scientifiques auraient pu être utilisées dans des buts bénéfiques, mais malheureusement, elles sont cachées pour être ensuite monopolisées par les agences de renseignement. En 1963, les services techniques de la CIA font l'objet d'une vérification par le bureau de l'inspecteur général. Cet audit révèle de nombreuses irrégularités éthiques, notamment d'avoir financé des projets impliquant des sujets non volontaires. Certains de ces éléments sont si embarrassants que l'agence comprend qu'il vaut mieux se dissocier de ces projets controversés, qui plus est, des projets qui n'ont apporté aucun élément justifiant le maintien de tels programmes. Le projet MKUltra vit ses dernières heures. En janvier 1973, à la demande du directeur de la CIA, Richard Helms, le docteur Sidney Gottlieb ordonne que tous les documents relatifs au projet soient détruits. L'agence craint une enquête du Congrès après le scandale du Watergate. Mais la bureaucratie étant ce qu'elle est, les documents techniques du projet, ceux décrivant en détail les expériences, et les documents administratifs ne sont pas conservés au même endroit. Conséquence, seuls les documents techniques sont détruits. À l'automne 1974, le journaliste Seymour Hersh, en invoquant la loi d'accès à l'information, met la main sur des centaines de documents administratifs du projet MKUltra. Même si ces documents ne détaillent pas explicitement chacune des expériences menées par la CIA, ils sont suffisamment éloquents pour que Hersh comprenne qu'il vient de découvrir quelque chose de gros.
C'est le 22 décembre 1974, via le New York Times, que Hersh révèle le poteau rose. Son article, lequel paraît au lendemain du scandale du Watergate, une affaire qui a sérieusement émoussé la confiance des Américains envers les services de renseignement, donne lieu à des actions immédiates. Le Sénat demande la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les soi-disant activités illicites de la CIA, un comité qui s'incarne sous la direction du sénateur de l'Oregon, Frank Church. De son côté, le président Gerald Ford ordonne, le 4 janvier 1975, une enquête présidentielle sur ces mêmes allégations. Cette dernière est présidée par nul autre que le vice-président lui-même, Nelson Rockefeller. Pendant des mois, les enquêteurs vont interroger des centaines de personnes, dont le docteur Sidney Gottlieb, qui affirme ne plus se rappeler des détails et éplucher des milliers de documents. Ces derniers, principalement des factures et des devis, sont peut-être vagues quant à la nature des expériences, mais suffisamment explicites pour que les enquêteurs puissent entrevoir l'ampleur du projet MKUltra. À l'issue de ces enquêtes, la Maison-Blanche reconnaît officiellement les abus menés par la CIA. En 1976, le président Ford signe un ordre exécutif interdisant dorénavant à la CIA et autres services de renseignement l'usage de drogue sur des sujets humains et interdit toute expérimentation de quelque nature que ce soit sur des sujets non informés. En 1977, la découverte de nouveaux documents associés au projet MKUltra entraîne de nouvelles auditions. Le Senate Select Committee on Intelligence est formé. Ces conclusions n'apportent rien de neuf aux informations déjà rendues publiques par la commission Church ou le comité Rockefeller. Le sénateur Inouye, le responsable de la commission, insiste toutefois pour que soient mises en place des balises plus strictes pour mieux encadrer les activités de la CIA. Curieusement, les expériences menées par le docteur Donald Ewing Cameron, le directeur du Allen Memorial, sont à peine évoquées durant ces auditions. Il faudra attendre la diffusion d'un reportage à l'émission d'affaires publiques The Fifth Estate au réseau CBC pour que les Canadiens découvrent le rôle de l'Université McGill dans le projet MKUltra. Pour ajouter à l'odieux, les téléspectateurs apprennent qu'en plus des subsides de la CIA, le Dr Cameron aurait reçu 500 000 $ supplémentaires du gouvernement canadien pour poursuivre ses recherches. Le gouvernement reconnaîtra sa faute et versera 100 000 $ aux 127 victimes canadiennes connues du projet MKUltra. Le projet MKUltra a-t-il définitivement été renvoyé aux oubliettes? Tous n'en sont pas convaincus.